Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant été, votre magazine d'actualité sur TBO et TB Sud. 618 000 élèves font leur entrée aujourd'hui en Bretagne, des élèves scolarisés de la maternelle à la terminale. D'ici quelques instants, nous ferons un état des lieux d'une rentrée scolaire qui voit de nombreuses nouveautés cette année. On en parle avec la directrice académique du Finistère tout à l'heure, Caroline Lombardi-Pasquier. On fera aussi un point sur les effectifs, bien sûr, dans le Finistère, mais aussi dans le Morbihan. Nous sommes aujourd'hui au collège de Penarcleuse à Brest en compagnie de son principal. Bonjour. Bonjour. Comment se déroule cette rentrée 2016-2017 ? Écoutez, sous de bonnes auspices, tout va bien. Donc on est reparti pour une nouvelle année. Les choses se présentent correctement. Les effectifs sont là, l'équipe est complète, donc pas de problème majeur. Alors nous sommes à l'heure du repas, là, du déjeuner. Oui. Les élèves, certains élèves sont encore dans le self. Et oui. Là aussi, des nouveautés dans le self. Oui, alors c'est un travail qu'on avait mené depuis quelques années également sur le travail sur les déchets, l'alimentation, la citoyenneté. Et puis le conseil départemental nous a proposé d'expérimenter un nouveau self. Voilà, donc les choses sont en place. C'est un self différent puisque les élèves vont pouvoir se servir. Non seulement les entrées, mais également donc le plat principal, viande, accompagnement. Et on s'est aperçu l'année dernière, puisque l'expérimentation a été mise en place après les congés de printemps, une baisse considérable de nos déchets et des économies notables, puisque nous avons une baisse d'environ 60% des déchets, donc c'est quand même considérable. Et, ça responsabilise en même temps les élèves. Tout à fait, donc les élèves jouent parfaitement le jeu et en termes de citoyenneté, c'est un bel exemple. Merci Monsieur Lamour. Alors avant de retrouver Caroline Lombardi-Pasquier, je vous propose tout de suite de faire un point sur l'actualité, sur votre actualité en Bretagne. Lendemain de mercato délicat pour les supporters du FC Lorient dans les dernières heures du marché des transferts. Ils ont appris la vente pour 16 millions d'euros du milieu de terrain Didier Ndong au club anglais de Sunderland et aucune annonce pour pallier ce départ alors que Lorient, 19e de Ligue 1, après 3 journées, court toujours après son premier point, d'où une certaine inquiétude difficile à exprimer face caméra. Je trouve que le club s'affaiblit de plus en plus d'année en année. Ça fait 3 ans que les cadres partent et qu'ils ne sont pas remplacés par des gens de leur niveau. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut craindre selon vous ? Une relégation à la fin de l'année. On peut peur à ça. Nous, on est d'accord que le club soit bien géré, qu'il y ait des bonnes structures, mais s'il n'y a plus après les joueurs pour faire le jeu, ce qui nous importe supporters, c'est de voir du jeu. À midi, le coach lorientais jouait de prudence et comptait ses mots dans ce contexte où la priorité va aux financiers avant que le sportif n'ait à prendre le relais. La seule chose que je puisse dire, c'est que c'est une somme astronomique, forcément, pour un club comme le nôtre, plus de la moitié du budget. Donc voilà, après, j'ai pas envie de commenter ça maintenant. On aurait quand même souhaité un renfort, comme tu perdais un bon joueur. Bien évidemment, après, ça n'a pas pu se faire hier soir. Mais si l'affaire n'a pu se faire hier soir avec, par exemple, Abdoulaye Doucouré en provenance de Watford, c'est finalement un ancien Lorientais, Arnold Mvemba, qui pourrait faire son retour chez les Merlus. À 31 ans, l'ex-milieu de l'OL, libre de tout contrat, pouvait être enrôlé à tout moment. Au final, dans cette intersaison 2016-2017, le FC leur a vu partir, prêté ou vendu 14 joueurs contre 7 arrivés pour l'équipe première. C'est un des joyaux du Trégor. Avec sa forteresse militaire, son parc naturel et bocagé, le domaine de la Roche-Jagus surplombe l'estuaire du Trieux depuis plus de 600 ans. C'est un château qui a été reconstruit en l'état en 1405 par Catherine de Troguindy. Mais là, en fait, la première édification d'un certain Jagus, elle remonte au dernier tiers du XIe siècle. À l'époque, c'était une motte castrale, donc plutôt un édifice en terre-bois, et puis progressivement est venue s'ajouter la pierre. C'est un château qui est très homogène en fait. On parle d'une maison forte avec une façade résidentielle côté cour et forte parce que fortifiée à l'arrière sur le côté du Trieux. Dans le parc en accès libre, les visiteurs peuvent flâner et découvrir des senteurs oubliées. 6 jardiniers entretiennent au quotidien ce jardin remarquable. La construction de ce parc a pris 10 ans avec la collaboration d'un architecte, Bertrand Paulet, qui est parti sur une thématique de jardin d'inspiration médiévale. C'est une surface de 74 hectares, 4 hectares de zones très horticoles sous le domaine, 18 hectares de zones d'accueil, de prés, de parking, de prés d'animation. Et le reste, c'est des landes, des zones humides, un massif boisé.
Le domaine, qui appartient au conseil départemental des Côtes-d'Armor, est aujourd'hui une référence en matière de culture. Il accueille régulièrement des musiciens ou des comédiens et consacre cette année une exposition au peintre breton Yvon Lecor. C'est quelqu'un qui a produit énormément de choses, il y a plus de 8000 œuvres, donc lui-même a déjà commencé à faire un gros travail de débroussaillage, et puis ensemble on a fait une sélection de croquis, de peintures, qui, évidemment donc c'est pas du tout exhaustif, mais ça se voulait représentatif en fait de sa démarche. L'exposition sur cet artiste inclassable est visible sur ce site jusqu'au 25 septembre. Et comme promis, nous sommes en compagnie de Caroline Lombardi-Pasquier, la directrice de l'Académie du Finistère. Bonjour. Bonjour. Cette rentrée s'est bien passée? Cette rentrée se passe bien. Alors avant de faire un point justement sur la réforme, notamment celle du collège, est-ce qu'on peut faire un point sur les effectifs du Finistère? Oui, bien sûr. Donc nous attendons dans les écoles publiques et privées du département 86 000 élèves. Et en ce qui concerne les collèges, lycées professionnels également des deux réseaux, publics et privés, nous attendons 78 000 élèves à cette rentrée. Des effectifs qui sont globalement, on va dire, stables, avec quelques différences, des disparités entre les premiers et deuxième degrés? Tout à fait. Globalement stable, mais avec une baisse prononcée dans le premier degré, que ce soit dans le réseau public et dans le réseau privé d'enseignement. Et en revanche, des effectifs dans le second degré qui augmente, mais c'est dû surtout à une augmentation en lycée. Les collèges, également des deux réseaux, publics et privés, sont en diminution d'effectifs, tandis que les lycées sont en augmentation. Et les lycées professionnels du réseau public également. Alors des effectifs stables, vous en parliez globalement, mais une augmentation du nombre d'enseignants, c'est une bonne chose pour l'encadrement, et j'imagine que vous le voyez plutôt d'un bon œil. Ça fait partie des priorités que le gouvernement veut donner à l'éducation, et donc la loi de refondation pour l'école prévoyait des créations de postes d'enseignants. Donc beaucoup de postes dans le premier degré malgré notre baisse d'effectifs, et également des postes dans le second degré pour accompagner la mise en place de la réforme du collège. Alors avant de parler de la réforme du collège, justement on va parler des effectifs dans le Morbihan, et on va écouter votre homologue Françoise Favreau, qui est l'inspectrice académique dans le Morbihan, au micro de Fanny Cocognier de TV Sud. Nous attendons une baisse des élèves dans le premier degré, public comme privé, environ 312 élèves dans le public, environ 213 élèves dans le privé. Dans le second degré, qu'en est-il ? Alors dans le second degré, nous avons finalement 97 élèves de plus attendus, mais les situations sont contrastées entre le collège qui va perdre des élèves, puisque les vagues démographiques importantes des années 2000 maintenant arrivent au lycée. C'est donc le lycée, et moins le lycée professionnel, mais c'est davantage le lycée d'enseignement général et technologique qui va voir ses effectifs augmenter. Au total, nous aurons 97 élèves de plus sur le second degré. Alors depuis quelques années, chaque cycle scolaire connaît sa réforme. Cette année, c'est celle du collège. Parmi les mesures annoncées, il y a le renforcement de l'autonomie des établissements. Caroline Lombardi-Pasquier, ça signifie quoi? Ça veut dire quoi justement cette autonomie? Ça signifie que les établissements organisent à la fois l'accompagnement personnalisé, adapté aux élèves qu'ils reçoivent, parce que dans le cadre du conseil école-collège, c'est-à-dire le lien entre les classes de CM1, CM2 et 6e, il y a une meilleure connaissance des élèves qui vont arriver au collège, puisqu'il y a des travaux qui sont faits pendant toute l'année scolaire. Alors, les travaux communs, professeurs des écoles, professeurs du collège. Donc l'accompagnement personnalisé qui est mis en place dès la classe de 6e dorénavant et qui contient un enseignement disciplinaire va être de toute façon adapté aux élèves qui sont reçus. Également les enseignements pratiques interdisciplinaires, les EPI, on va revenir dessus, oui, sont créés dans chaque collège de façon différente selon les enseignants qui constituent au moins un binôme pour mettre en place ces EPI. Alors vous en parliez, après l'étape, dans le premier degré, un nouvel acronyme fait son apparition cette année, c'est EPI ou EPI pour enseignement pratique interdisciplinaire. Quels sont les objectifs de ces nouvelles mesures et pratiquement comment est-ce que ça va être mis en place dans les collèges ? Alors, quels sont les objectifs? Il s'agit de rendre l'élève acteur de son éducation et de sa formation et qu'il ne soit pas en situation passive de recevoir un enseignement. Donc, au moins 2 enseignants auxquels peuvent s'associer d'autres types de personnel également, professeurs documentalistes, conseillers d'orientation, travaillent avec les élèves
sur des nouveaux thèmes. Il y a 6 thèmes qui sont possibles pour développer ces EPI. Et durant ce que nous appelons donc le cycle 4, c'est-à-dire de la classe de 5e à la classe de 3e, les enfants pourront choisir parmi les EPI qui leur sont proposés. Vu le contexte, évidemment, on ne peut pas passer outre le contexte national lié notamment aux attentats qu'a connus la France ces 2 dernières années. Les exercices de sécurité seront réalisés durant l'année. Quelle forme prendront-ils ? Désormais, les établissements doivent également réaliser un PPMS, un plan particulier de mise en sûreté des personnes, en cas d'incident quel qu'il soit. Devaient en effet l'année dernière déjà réaliser un exercice d'évacuation, un exercice de confinement, et dorénavant devront également faire un 3e type d'exercice, un exercice attentat-intrusion. Alors, est-ce que les enseignants, justement, sont aujourd'hui formés pour ces pratiques-là et pour exercer les élèves ? Nous les accompagnons. Il s'agit aussi d'avoir des postures et des réflexes de bon sens et pragmatiques, et de savoir mettre en sécurité les enfants qui nous sont confiés, mais également tous les adultes de la communauté éducative. Donc il est vrai que ce seront globalement les chefs d'établissement, les directeurs d'école qui vont conduire, entre guillemets, ce type d'exercice, et puis aussi qui vont permettre de diffuser cette culture de la responsabilisation de tous devant un danger éventuel, quel qu'il soit. Merci Caroline Lombardi-Pasquier. Je souhaite évidemment une excellente rentrée aux 618 000 élèves, et en particulier un petit gars. Demain, Frédéric Lorenzon sera les pieds dans l'eau à Brignogan pour faire, lui, un bilan de la saison touristique en Bretagne. Bonne soirée sur TBO et TB Sud.